Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sushi Taxi, nos nouveaux partenaires, notre nouveau présentateur. On est vraiment, vraiment contents de faire ça avec eux. Donc, voilà. Et en plus, Sushi Taxi, c'est un coup de cœur depuis longtemps. Je vais là en famille. C'est un moment où on se retrouve. Ils sont délicieux. Personnellement, le Winnie, ici que notre fils adore aussi, c'est mon préf. Moi, j'ai eu un coup de cœur particulier pour le V9. La première fois que j'en ai mangé du Sushi Taxi, j'ai interdit tout le monde à table d'y toucher. C'est comme mangue, fraise, petite sauce à la lime, menthe, basilic. C'est frais, c'est doux, c'est... Dans leur petite sauce personnalisée, le mayo épicé. En tout cas, ils sont écœurants. Donc, énorme merci Sushi Taxi et bon épisode. Vous pouvez utiliser le code parenthèse15 pour avoir un rabais de 15% en ligne seulement. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on reçoit Stéphanie, qui est une intervenante et qui a son entreprise pour aider les parents. Donc, aujourd'hui, on va surtout s'attarder au sujet du sommeil, le sommeil des enfants. Puis, on va parler évidemment de notre situation, mais vous allez clairement vous y retrouver. Puis aussi, on s'égare un peu, on parle allaitement, cours de dos. C'est un sujet qu'on avait hâte d'aborder parce qu'on le vit à fond. Le sommeil du bébé, c'est un truc très précieux dans notre vie, notre routine. Donc, bonne écoute, c'est très, très pertinent. Merci Stéphanie. Merci. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Merci d'être là. Ça Allô, va bien, Stéphanie. oui. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On a bien des questions pour toi aujourd'hui. Mais avant de se garrocher là-dedans, tu préfères un petit genre, une introduction de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis tout. Là. Ben oui, pas de trouble. Dans le fond, je suis maman de 2 enfants. Je commence tout le temps par là. J'aime ça le mentionner. J'ai un bac en travail social, un DEC en éducation spécialisée, puis je suis en fait propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Bulles et Pirouettes. Puis j'offre des formations pour les parents, puis là, aujourd'hui, on est là plus pour se parler de sommeil. Mais tu sais, clairement, quand on s'adresse à des parents, le sommeil, c'est ce qui revient pas mal souvent. Ouais. Donc, depuis 2016, dans le fond, là, je coach des parents pour le sommeil des bébés, des enfants, puis plein d'autres sujets, mais... Aujourd'hui, on s'en tient plus là-dessus. Juste pour le fun, les autres sujets, parce que ça se peut. Je suis quand même curieux. Oui, parentalité positive, gestion des émotions, tout ce qui a trait à l'allaitement, tout ce qui est les interventions. J'ai aussi un bon bagage en burn-out parental, tout ce qui touche dépression postpartum, deuil périnatal. On a plein de sujets comme ça. En fait, j'ai réuni comme plein d'intervenants avec moi, puis... on a toutes fait comme des formations en ligne, puis tout ça est réuni sous le même site web, finalement. Là, ça donne la goût d'aller voir le site web, de pas juste faire le sommeil. Oui. Peux-tu me rappeler le nom du site, juste? Oui. Bulles et Pirouettes. Bulles et Pirouettes. Oui. Ça fait combien de temps que tu as ça? Parce que là, hors caméra, tu m'as raconté un peu que tu avais un café, tu faisais ça en présentiel, puis là, maintenant, tu as tout transféré sur le web. Oui. Dans le fond, quand mon gars, il avait 3 mois, j'ai ouvert un café-boutique avec... il y avait comme une salle de cours pour des cours d'éveil, cours de mise en forme, conférences. Puis là, avec la COVID, on s'est tous retrouvés chez nous. Fait que là, j'ai tout transféré ce que je faisais en présentiel en ligne. Fait que là, je me suis mis à faire des cours d'éveil en ligne avec les parents. Puis là, ça a fait que j'ai développé ça partout en francophonie. Là, j'avais des gens en France qui me suivaient, des gens... C'était un bon moment. Clairement. Pour faire ça, clairement. J'ai fait des boîtes pour envoyer du matériel de cours d'éveil à pelleter. Mais tranquillement, c'est ça. On vient avec une spécialisation aussi. Puis, tu sais, comme clairement, le sommeil, c'est le besoin numéro 1 des parents. Fait que c'est ça. Avec la COVID, on a tout transféré en ligne. Puis, fait que maintenant, j'ai plus de local physique. J'ai vraiment juste en ligne. Génial. Ouais. Quand que les gens viennent à toi pour des problèmes de sommeil avec leur bébé, qu'est-ce qui revient, mettons, le plus souvent? Tu sais, c'est sûr que quand on est dans le bébé, c'est les siestes, là. Les siestes qui font pas les siestes ou qui se lèvent souvent la nuit ou...
bébé qui combat le sommeil. Il y a vraiment beaucoup de problématiques qui reviennent. Il y a autant de problématiques que de sortes de bébés, que de bébés. Exactement. Les siestes, ça a toujours été mon gros struggle. Là. À mon bébé, il y a 15 ans, je me rappelle être dans des parcs en auto, faire des zigzags, puis bref, quand quelqu'un le réveillait, j'étais... le moment où c'était... Parce que s'il fait pas sa sieste, ça peut virer, puis comme parent qui est fatigué déjà avec les nuits. Puis c'est ça, tu sais, les répercussions que ça va avoir, justement. S'il ne dort pas, puis là, c'est toi qui subis ces conséquences-là, fait que tu te mets de la pression sur tes épaules pour le faire dormir. Fait que là, quand le bébé ne réussit pas, ben là... Ça peut vite devenir une loupe sans fin de problèmes. Oui, tout à fait. Ben ça en est une, parce que le sommeil engendre le sommeil. Fait que peu importe ce qu'on va faire pour améliorer le sommeil, plus que l'enfant va dormir, plus il va dormir, mieux il va dormir, plus ça va être facile de l'endormir. Fait que comment on fait? Il y a plein de points de départ. Comme nouveau parent d'un bébé, on a trouvé le petit rythme, les petites façons. Là, il est dans son switch de 2 à 1 sieste tranquillement. C'est pas tous les jours. C'est plus une... Là. Vraiment à l'écoute, le plus possible du comment on peut faire, puis du bébé, qu'est-ce qu'il a besoin. Mais c'est ça, là. On a besoin de trucs. Tout le monde a besoin de plus de knowledge de ça. Puis de trucs. Bien, clairement. Ben, on pourrait partir dans plein de directions, mais j'ai envie plus peut-être de savoir qu'est-ce qui... Alors, nous? Oui, qu'est-ce qui vous struggle plus avec le sommeil, justement? Ben, ça va quand même bien. On va se le donner. On va faire du renforcement positif. Nous, on a l'avantage... l'avantage, on s'est trouvé plusieurs avantages dans le cododo. Fait que là, on est dans des nuits qui font en sorte qu'on se réveille pas. Puis quand on se réveille, c'est pas pour se lever puis faire des choses ou changer de pièce. Gros avantage d'avoir déjà des bonnes nuits. Je veux pas vendre le cododo parce que chacun a ses idées. Chacun a sa façon, puis c'est pas tout le monde qui a pu allaiter non plus. Fait que, moi, j'ai vécu le contraire il y a 15 ans. Donc, je me levais toutes les nuits, tout ça. Puis il y a d'autres avantages, je l'ai vécu. Mais, c'est comme ayant des bonnes nuits de base. Là, il reste les siestes, puis les siestes, on a nos petits trucs qu'on a développés. Moi, la poussette, j'allaite pas. Fait que la poussette, le petit rythme, je fais des petits zigzags, j'ai ma petite technique d'endormissement du bébé dans la poussette. La voiture, ça marche très bien aussi. La petite toune. Mais tu sais, il n'y a pas... Avant, c'était... Avec mon premier bébé qui n'était pas allaité, c'était la chaise berçante. Ça. Puis là, j'insistais beaucoup pour qu'on ait une chaise berçante au début. Puis finalement, on s'en sert jamais. C'est pas du tout les mêmes techniques. Mais on s'en est servi beaucoup au début. Surtout quand que t'as le bébé. Je tirais mon lait. C'est ça, mais très début. Puis c'est plus ma technique de papa, moi, personnellement, pour endormir un bébé. Ça n'a jamais marché. Là. Genre, je te calme, je t'endors, tu t'endors sur moi. Ça s'est jamais passé. Okay. Ou le porte-bébé. On appelle ça comme on veut. Là. On l'appelle le rack à bébé. Mais j'allais faire des promenades ici, même pendant que Lisande faisait les podcasts. Puis il finissait par lâcher son morceau qui grignotait. Puis là, c'est hop, je l'attrape. Puis on s'en va s'asseoir dans la chaise. C'est comme ça. Okay. C'est comme ça qu'on vit les siestes. Puis comme ça, je vis les siestes du bébé. Puis Lisande, c'est je m'en vais l'allaiter dans le lit ou dans la chaise. Whatever. Mais dans mon cas, mettons, pour la nuit ou les siestes, les deux, c'est vraiment comme faut qu'on se couche un à côté de l'autre. Mais tu sais, je peux pas juste le déposer dans le lit puis m'en aller. Là. C'est impossible. C'est ça l'affaire, ça a créé dans les désavantages. Excuse, je ne l'ai pas te couper. C'est correct. Ça a créé dormir longtemps tout seul. Il faut qu'il soit qu'il ait été très fatigué. Parce que nuit ou sieste, s'il n'y a pas la présence de l'humain à côté, puis là qu'on essaie de faire nos affaires sur le side, il va se réveiller, puis il va falloir que la personne revienne, puis bon, la personne, c'est toujours Lisande. Mais ça fait partie des petits... peut-être le déshabitué qu'il y a quelqu'un à côté. En tout cas, toutes les techniques qui vont dériver de ça. En fait, c'est un comportement qui est comme super normal, en fait. Tous les êtres humains sont faits comme ça, là, même nous, en tant qu'adultes. Si je m'endors dans mon lit, dans mes draps chauds, confortables, à côté de mon chum, puis que je me réveille sur le plancher de la cuisine, je vais me dire, je vais retourner dans mes draps chauds et confortables. C'est vraiment la même chose pour nos enfants. Puis, surtout quand c'est la seule façon qu'ils ont connue de s'endormir depuis qu'ils sont nés, de s'endormir dans les bras de maman ou de papa, bien, c'est sûr que quand il y a, on a tous des micro-réveils la nuit, bien, c'est sûr que quand il y a un micro-réveil, puis que là, oups, je suis rendue toute seule dans mon lit ou je suis plus loin ou je suis pas en train de boire, mais c'est sûr que
c'est pas nécessairement parce que j'ai envie de boire, mais c'est juste parce que c'est tout ce que je connais pour m'endormir. C'est ça ma façon de m'endormir. La sécurité, le réconfort, on n'ira pas jusqu'aux origines dans la nature, mais probablement que c'était très risqué de laisser son bébé loin. C'était très risqué. Il allait se faire manger par quelque chose. Oui, exactement. Ça vient de quelque part. Oui, c'est tout l'historique. En fait, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça depuis des milliers d'années. Puis, on le décode pas comme ça. Là. La nuit, on dormait tous dans des grottes collées, fait qu'il n'y avait pas de problème. Fait qu'on était tous en cododo à cette époque-là. C'est un de mes arguments du cododo, c'est que c'est très, non seulement naturel, mais tout à fait. Il y a plein de choses qui font qu'on se dénature aujourd'hui. On ne vit pas dans la nature comme elle était, puis je suis étonné que je parle de ça. Non, ça m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est juste vraiment on est fait pour être en commune. Tu sais, des fois, il dit « Ouais, mais c'est pas de même dans la nature. » Il me dit ça pendant qu'il est sur son sel avec sa brosse à dents électrique. Je suis comme « Évidemment que c'est pas comme dans la nature. » Il faut faire tu sais, c'est ça. On est complètement dénaturé. Puis là, il faut faire le pont entre les deux. Oui. Puis, tu sais, comme... Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire aussi. Là. Il y a 10 000 ans, un bébé déposé par terre, ben, il se faisait manger par un prédateur. Fait qu'il était porté 100 % du temps qu'on était éveillé. Puis 10 000 ans n'a pas suffi pour changer les structures du cerveau, pour faire en sorte que le bébé est capable de comprendre qu'il n'est pas en danger. Là, il t'aime. Bon. Ça, c'est mais là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Là, il faut trouver les trucs. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Puis, tu sais, je pense que l'idée... Quand on parle de sommeil, là, il y a vraiment deux choses qui sont hyper importantes pour moi. C'est qu'on respecte les besoins puis le développement de l'enfant, mais qu'on respecte aussi nos capacités de parents. Parce qu'il y a un bout qu'on n'est peut-être pas capable d'aller comme parents. Puis ça, c'est super important de se respecter, tu sais, parce qu'on peut avoir les meilleures stratégies du monde. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose de lourd pour les parents. C'est vraiment quelque chose d'anxiogène, de stressant. J'ai vu des femmes développer des troubles anxieux en lien avec le sommeil de leur bébé. Là, fait que c'est vraiment... Ça peut devenir une grosse problématique. L'idée, c'est d'en prendre puis d'en laisser, mais dans tous les cas, ce qu'il faut arriver à faire, c'est un peu de se rendre vers le sommeil autonome pour être capable d'amener bébé à être capable de se rendormir seul. Parce que ça va finir comme ça. De toute façon, fait que c'est la douce transition, peu importe la transition que les gens vont choisir, mais oui. Oui, puis tu sais, tout peut se faire comme un sevrage progressif, là, tu sais, dans le sens que souvent, moi, ce que je vais dire, c'est que, bon, première étape, mettons qu'un bébé s'endort encore au sein, ma première étape, c'est juste de dire, OK, bien, je vais t'allaiter, puis je vais juste te décrocher quand tu arrives pour t'endormir, tu sais, puis tu sais, comme, on y va vraiment étape par étape, là, tu sais, juste comme... Fait que là, bébé, il est dans les bras, il est au sein. Là, je vois que tu fermes tes yeux, je vois que tu têtes les yeux fermés. Je vais juste se décrocher. Il va se réouvrir les yeux, il va dire qu'est-ce qui se passe? Les premières fois. Ben oui, il va peut-être réagir. Puis là, ben s'il se met à pleurer, ben, c'est pas grave, on le remet au sein. OK, simplement déshabituer qu'il l'aide dans la bouche pendant qu'il dort puis qu'il fait plus de tétage exactement. réel. Puis là, super doucement. Puis là, on le remet au sein, puis on lui dit, ben en fait, maintenant, j'accepte de t'allaiter jusqu'à temps que tu n'aies plus soif. Mais je te demande de t'endormir dans mes bras, exactement dans la même position. Mais je te décroche. Si tu pleures, je te remets dans ta position de réconfort, mais je te demande de t'endormir dans mes bras et pas au sein. Il va pleurer de moins en moins. Ben oui. Puis pour les gens qui n'allaitent pas? Ben le biberon, même chose. Même chose, on le décroche. Sinon, il reste comme dans la bouche. Oui, ben tu sais, il y a quelque chose de buccal qui est super intéressant là, pour l'endormissement, tu sais. Puis la suce qu'on n'a pas vécu. Moi, j'ai pas vraiment... Les gens, faut-tu qu'ils enlèvent la suce à un moment donné ou ça, c'est vraiment l'outil de t'es seul? Ben, tu sais, la suce, on l'utilise pour remplacer le sein ou pour, tu sais, des fois, on se dit, je suis une suce humaine, mais non, dans le fond, c'est la suce qui se prend pour un humain. Oui, c'est vraiment c'est vraiment le contraire. C'est vraiment le contraire. Ben, ça pourrait-tu être un truc pour quelqu'un qui veut arrêter d'avoir le sein dans la bouche du bébé qui dort constamment? Ça pourrait. Il y a des enfants qui refusent complètement la suce. Donc, c'est juste... Oui, le nôtre, il n'est pas fan. C'est une raison qu'on l'a pas. Non, mais c'est parce que lui, la suce humaine, quand il veut. Oui. Mais c'est correct. Tu sais, il faut aussi se dire que dans le sommeil, si vous êtes bien avec la façon de faire que vous avez, il n'y a pas de mauvaise habitude. Tu sais, notre société veut vraiment qu'on mette nos bébés dans des petites cases puis qui répondent à ces standards-là. Puis que là, tu sais, on reçoit des conseils de ma tante, de nos amis, des professionnels comme moi qui donnent plein de conseils, mais qu'à un moment donné, quand ça ne fit pas avec nos valeurs, avec notre façon de faire, notre façon d'être, ben ça peut être vraiment provoquant. Tu sais, on a rencontré comment il s'appelle? Un pédiatre. On a rencontré un pédiatre qui a vraiment jugé le fait que j'allaitais encore beaucoup pour son âge parce qu'il pourrait manquer de fer ou whatever. Puis
j'étais vraiment... Puis il était en mode cours de dos, c'est pas bon. Il faut qu'il dorme dans son lit pour développer son indépendance. Je suis vraiment sortie de là bleue. Tu sais, j'étais comme... Mon enfant, il est en train, au contraire, de se... Ça, c'est mon opinion. Mais il est en train de se sécuriser avec ses parents, de faire confiance que peu importe ce qui arrive, il y a ses parents qui sont là, puis qu'après ça, tranquillement, la transition va se faire toute seule. Je suis vraiment en mode, la transition va être naturelle et quand que ce sera son heure. Il y a vraiment c'est pas tant l'âge que l'ouverture. Les gens ont vécu quelque chose qu'ils trouvaient efficace pour eux. Après ça, ils essaient de te le vendre. Oui, c'est ça. Puis en plus, mettons que ça vient d'un professionnel, il va dire, il sautait à des conclusions comme quoi il va faire de l'anémie parce qu'il boit juste du lait. C'est des affaires là, comme, hey, on peut-tu se parler au lieu que tu fasses des tableaux, comme un diagnostic. Les diagnostics vite. Là. Ben, je veux rien enlever aux pédiatres, mais ils sont très dans le physiologique, Puis oui, il oublie comme la portion. Oui, l'allaitement, c'est pas juste physiologique, là, c'est aussi affectif. Puis, comme de plus en plus, on arrive à faire comprendre aux parents puis aux professionnels aussi que ce volet-là affectif va avoir des impacts sur toutes les compétences de l'enfant rendu à l'âge adulte aussi. Puis, quand il y en a besoin du sein, ben il y en a besoin. Puis, ce qu'il comprend, c'est que sa mère est là pour le sécuriser, puis qu'on comprend son besoin, puis qu'il y a une réponse. Puis, comme... Rendu là, on écoute comme l'instinct. C'est ça, là, la ligne est mince parce que, justement, le petit détachement graduel jusqu'à l'âge adulte, au final, c'est la mince ligne, puis écouter. Puis, heureusement, aujourd'hui, je trouve j'ai l'impression on est à l'époque où là, il y a toutes les théories qui sont sur la table. Puis c'est plus genre une qui domine tant que ça. On est dans l'espèce de... On peut un peu pointer partout les théories puis faire une espèce de choix respecté aussi des autres. Parce que c'est ça, je trouve que soit autant dans la nutrition que dans tout, on expose quand même les autres théories. Oui, bien, les théories, on peut de toute façon, en fonction de nos valeurs puis de nos choix, si moi, je décide que j'ai envie de prouver que de laisser pleurer un bébé, c'est pas grave, je vais me trouver plein de belles théories qui vont venir valider mes propos. C'est ça. Mais si je suis convaincue du contraire, mais je vais aussi trouver plein de théories qui vont venir valider mes propos. Fait que, tu sais, rendu là, mais c'est d'aller chercher comme en dessous de ça, ces théories-là, comment est-ce qu'ils ont été évaluées, comment est-ce qu'ils ont été ça change amenées. Beaucoup. Mais oui, ça change. Mon bébé, il y a 15 ans, on était beaucoup, en tout cas dans mon entourage, dans le secteur... la mère de ce bébé-là, Élise, salutations, travaillait en garderie, puis c'était encore beaucoup la culture, je sais pas comment appeler ça, mais le laisser pleurer. Là, tu dis laisser pleurer, puis ça me fait un petit... Oui. Le laisser pleurer le plus longtemps possible, à tel moment... Pour moi, là, comme ma personne, c'était insupportable. D'ailleurs, le cri du bébé dans la nature est un peu fait pour ça, parce que c'était notre façon... il semble-t-il que notre bébé sort avant un peu le temps qu'il soit prêt dans l'histoire des animaux. Là. Oui. C'est à cause qu'on s'est levé debout à deux pattes, etc. 3 mois avant, oui. C'est comme 3 mois trop tôt. Puis il a développé un cri qui est plus que tous les autres animaux pour déclencher le système d'alarme. Mais moi, je n'étais pas capable de laisser pleurer le bébé longtemps, volontairement. Pour moi, c'est inhumain. Ça existe encore, cette théorie-là? Ça existe encore. Puis je dirais que c'est dans les techniques qui sont les plus exposées, pas valorisées, mais exposées. Mais il y a encore beaucoup de gens qui font beaucoup de gens qui vont nous écouter, que eux, c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour leurs enfants. Puis pour vrai... Je ne suis pas scandalisée, je suis intéressée. Moi, je trouve que on pourrait arriver à ça en tant que parent quand on est vraiment à bout de solutions, qu'on ne sait pas qu'il y a d'autres choses qui existent. Moi, je ne prône pas les techniques de laisser pleurer, là, vraiment pas. Donc, mais quand on ne sait pas qu'il y a d'autres choses qui existent, puis que là, on se le fait dire par justement une amie qui l'a fait, que ça a bien fonctionné, puis qu'on l'essaye, ça se peut là qu'à bout de solution, on y arrive, tu sais. Mais l'idée, c'est d'être capable de prendre des décisions éclairées. Puis c'est un peu ça mon travail de tous les jours. C'est un peu de démocratiser que il n'y a pas juste ça, puis on peut y arriver autrement, tu sais. Tantôt, je disais, on peut juste amener à décrocher un bébé du sein. Après ça, on peut essayer ensuite de ça, quand ça se passe bien, après ça, on essaie de l'endormir sans faire 36 000 mouvements. Puis après ça, quand ça se passe bien, on peut progresser comme ça doucement. Ça implique jamais de laisser pleurer son enfant. Puis, je veux quand même prendre le temps de dire que laisser pleurer un enfant, l'accompagner dans les pleurs, puis empêcher un enfant de pleurer, il y a plein de choses. C'est différent. Oui, c'est ça. C'est une espèce de ça continuum. Ça sonnait comme une chose, mais... on préfère accompagner un enfant dans les pleurs, dans le sens qu'un bébé peut pleurer pour dire comme, tu sais, sais-tu, ça me tente pas de m'endormir sans ton sein dans ma bouche.
correct, tu sais. Puis tu as le droit d'être fâché de ça, mais, tu sais, puis là, c'est comme notre job de parent aussi d'instaurer des limites, puis d'instaurer un cadre, puis des règles, tu sais. J'ai de la misère à laisser pleurer. Oui. Ça, énormément. Puis je pense que ma plus grosse lacune est là. J'ai de la misère à lui laisser vivre ses émotions. Mhm. J'ai tendance à vouloir qu'il ne pleure pas. Ouais. Pas en mode... mais juste en mode le divertir pour qu'il soit content. Ouais. Ou, tu sais, Camouflé, là. parce que j'ai... Claude le sait, puis j'en ai déjà parlé, mais pour te mettre en contexte, moi, j'ai un trauma vraiment loin de me rappeler être dans mon berceau, pleurer, puis m'endormir au bout de mes larmes, puis que ce qui finit par m'endormir, c'est de regarder ma veilleuse qui, à travers mes larmes, fait des faisceaux de lumière rouge partout dans ma chambre. Puis que personne vient m'endormir, fait que je m'endors comme ça. Ouais. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. Là. C'est Ouais. un de mes plus vieux souvenirs. Fait que moi, m'imaginer laisser mon enfant pleurer puis ne pas venir faire répondre à ses besoins, Ouais. ça me traumatise. Ouais. Tu sais. Puis c'est pour ça que faire le détachement, de plus être en cododo, de plus être en cuillère avec, de pas l'allaiter quand il veut être allaité, de pas comme... J'ai énormément de difficultés à m'imaginer ça. Puis c'est pour ça que je suis un peu en mode, tu sais, oui, je veux trouver des solutions, mais la transition, si elle vient pas de lui... J'ai l'impression que je l'allaiterai jusqu'à ses 18 ans. Mais en fait, il faut un peu que tu changes aussi peut-être ta façon de voir ce détachement-là, dans le sens que on a l'impression souvent qu'on répond à son besoin en le faisant arrêter de pleurer, l'enfant, mais tu sais, au final, l'enfant a peut-être besoin d'être réconforté, mais pas nécessairement d'arrêter de pleurer, tu sais. Ouais. Donc, la ligne est mince. Puis écoute, il n'y a aucun parent sur la planète qui dit « Hey, moi, là, j'aime ça laisser pleurer mon enfant, j'ai pas de problème avec ça. » Tu sais, comme on vit tous un espèce d'inconfort avec ça. Puis c'est normal, là, tu sais. Puis l'idée, c'est de se dire, bien, je suis en train de dire comme, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est de se rappeler qu'ultimement, tu le fais parce que, tu sais, mais, tu sais, je veux juste rappeler, là, si vous êtes bien là-dedans, vous restez là-dedans. Puis si vous avez envie d'aller vers d'autres choses, bien, c'est là où il faut se rappeler notre objectif qu'on a derrière ça, tu sais. Puis, en même temps, des fois, tu sais, quand on adopte des façons de faire, si c'est rendu au détriment de notre santé mentale, de notre bonheur au quotidien, bien là, ça fonctionne plus. Fait que là, c'est rendu une mauvaise habitude. Mais si vous êtes bien là-dedans, puis que... Pour moi, c'est que, mettons, je suis bien là-dedans. Ouais. Je suis probablement la mieux des trois là-dedans. Mais l'histoire que moi, j'entends, mettons, c'est par rapport à l'horaire, par rapport au fait qu'un bébé a besoin de structure pour grandir d'une belle façon. Et, tu sais, mettons, il se réveille puis il sait un peu à quoi s'attendre puis ça le sécurise, tu sais. Je pense pas que notre enfant a ça tant que ça. Tu sais, il est très... nos journées changent, fait que, tu sais, il se réveille pas tout le temps à la même heure, se couche pas tout le temps à la même heure, sieste pas tout le temps à la même heure. Il mange pas tout le temps à la même heure. Tu sais, il y a rien qui est comme... Il y a pas d'horaire. Fait que moi, c'est plus à ce niveau-là où je suis... Est-ce que je suis réellement en train de faire ce qui est mieux pour lui en suivant... Il s'adapte beaucoup à nous plutôt que l'inverse, mettons. C'est vraiment correct. En fait, une routine, là, c'est une séquence d'actions qu'on va faire toujours dans la même façon. Fait que c'est pas tant dans l'horaire que dans la routine? C'est pas... Tu sais, on devrait pas nécessairement se fier à l'heure sur l'horloge. Ça m'étonne que tu parles d'heure de l'horloge alors que dans la nature, il n'y en a pas d'heure. Il y a le soleil. Oui, justement, mais on va davantage se fier aux signes de fatigue, à nos signes physiques à nous qui vont nous indiquer que, OK, là, j'ai faim, donc c'est le temps de manger, tu sais. C'est ça, ben nous, on fait ça. Oui, bien, puis tu sais, une routine, c'est ça. C'est une séquence d'actions qu'on va faire toujours dans le même ordre, mais c'est pas à 6 heures, on prend son bain, à 6h15, à 6h15, on sort du bain. Tu sais, c'est pas, on se fie pas nécessairement à l'horloge, justement. Okay. On veut vraiment être dans tu sais, comme s'adapter. Tu sais, oui, votre enfant s'adapte à votre rythme de vie, mais je suis certaine aussi que si vous êtes en plein milieu d'un souper puis qui est brûlé raide puis qu'il y a des grosses cernes, mais vous allez faire comme on va peut-être aller coucher. Oui, on lit les signes le plus possible. C'est ça. Le point numéro 1, c'est d'être toujours à la lecture, si on veut. Oui, exactement. Parce que d'essayer de suivre un horaire. Fait que mais c'est parfait comme ça aussi. Après, on fait la petite routine le plus possible pour qu'ils fassent les associations. Les enfants se sécurisent dans cette routine-là, mais elle n'a pas besoin d'être identique. Puis, justement, au contraire, il y a des gens qui s'encarcanent dans des routines strictes puis rigides puis qui ne veulent plus sortir de chez eux puis qui sont comme « mon enfant ne dort plus quand on sort ». C'est ça devient un genre d'handicap de la vie différente. Clairement.
Oui, puis ça, c'est ça pour la santé mentale des parents, c'est clairement une mauvaise habitude. Là. C'est sûr qu'on a autant besoin d'avoir une vie sociale, puis de voir des gens, puis de faire des activités, que de répondre aux besoins de notre enfant. Fait. Puis parlant de... Parce que là, on était... Lisanne a vécu quelque chose qui probablement vient encourager le fait de jamais ou presque laisser le bébé seul ou à pleurer. Bref, de fil en aiguille, on est un trio dans le lit. Oui. Puis, je veux dire, c'est pas tant t'as tes raisons, mais c'est ton background qui t'incite à pousser plus par là. Tu l'as dit, là, moi, je regarderai jusqu'à 18 ans. Mais évidemment, j'extrapole. Là. Non, je veux pas sais. réellement allaiter mon enfant. C'est une image, mais pour le bébé, là, on fait abstraction de ses besoins à elle avec ses traumatismes, ou on appelle ça comme on veut. Entre guillemets, qui fait avec ses doigts. Non, mais c'est traumatisme. Parce que des fois, on utilise un mot, là, on lit la définition après, puis on se fait écrire en dessous, hey, traumatisme, ça veut dire, j'ai utilisé ce mot-là. Je sais pas si c'est le bon, mais pour l'enfant, dans les circonstances que nous, on vit, mettons, si on t'a fait un big picture, la transition vers un lit seul, éventuellement, c'est-tu quelque chose qui est bien pour lui ou ça change rien selon, tu sais? Bien, probablement qu'éventuellement, il va le demander, tu sais, d'avoir son espace, d'avoir son endroit. L'espace pour le dodo aussi? Oui, ça se pourrait. Moi, ça s'est passé à 12 ans qu'il ne voulait plus dormir avec nous. Fait que, tu sais, ça aussi, là, mais il le demande à l'adolescence, là. Oui, mais peut-être que... Claude a le goût de faire de la sexualité. Non, mais c'est parce que... Ben là, c'est parce que là, on vit... Pour être très clair, c'est qu'on vit s'il n'y a pas le sein dans la bouche, ben, pendant qu'on fait ça, il l'a pas. Puis là, il va se réveiller. Puis quand tu arrêtes 3-4 fois à un moment donné, puis que ça fait une fois ou 2 semaines, ben là, ça devient très frustrant. Finalement, ça devient très important. Ça devient très important pour notre santé mentale. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est là l'idée de se dire que, ben, à un moment donné... On parle que de ça. Excuse-moi. C'est correct. Ben, il y a comme une espèce de balance décisionnelle qui s'installe aussi, à savoir comme est-ce que vos besoins à vous d'adultes sont encore pas assez importants dans la balance versus le besoin de dormir avec le bébé, tu sais. Puis, il y a plein de solutions possibles. Là. Ça peut être le bébé sur un petit matelas à terre dans votre chambre. Ça peut être, tu sais, ça peut être un peu plus loin. Vous pouvez aussi faire l'amour ailleurs que dans la chambre. Tu sais, il y a plein de solutions. Le premier truc que tu as donné, qui est un potentiel très bon truc qu'on va essayer. C'est sûr que s'il n'y a plus besoin d'être à côté de quelqu'un qui se réveille ces petits réveils que tu appelais ça... les micro-réveils. Les micro-réveils aux 10 minutes, mettons. Ça peut régler une partie du problème. Puis là, on est rendu avec on est rendu avec sa chambre qui est une espèce de lit double à terre. Moi, je pense que c'est ça. Finalement, ils dorment là les siestes. T'es allé dormir là pendant que j'étais en France. Finalement, c'est un peu les 2 chambres. C'est super bon. Le mix des 2 chambres devient une option. Oui, puis de commencer tranquillement cette transition-là, comme ça, en l'accompagnant dans sa chambre à lui, puis qu'éventuellement, tu te retires doucement. Y a-tu un warning sur le dormir dans sa chambre? Y a-tu quelque chose qui... Non? Non. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de... Moi, comment je l'ai vécu avant, là, je reviens toujours là-dessus, mais c'était le border dans la chambre. Bon, il n'a jamais dormi avec nous, mais là, ça devenait de fil en aiguille mon moment préféré de la vie. Aller le border. Ça peut durer 1 heure. D'ailleurs, j'avais beaucoup de plaintes de gens qui étaient « faut pas faire ça, c'est trop long. » J'étais comme « pourrais ta gueule. » Mais là, une demi-heure d'histoire, une demi-heure de musique, une transition, une demi-heure, il finit par dormir, puis je finis par rester là. Puis je pense à plein de choses. Mais c'était dans sa chambre. Puis finalement, je dormais quasiment une partie de la nuit là. Ça se fait, c'est pas dangereux, il n'y a pas de... Ben, tu sais, écoute, on a toutes nos façons de faire. T'sais, moi, si tu me dis... Stéphanie va border tes enfants pendant 1 heure, je vais capoter, là, parce que moi, 10 minutes top chrono, je suis sortie de la chambre, puis comme... T'as d'autres choses à faire. Ben, j'ai tiré mon temps, là. Moi, c'est pas ce moment-là mon moment préféré, tu sais. Moi, moi, c'est les repas, tu sais, fait que c'est là où est-ce que j'ai plus de fun avec mes enfants, puis sinon, entre les repas puis le dodo, où est-ce qu'on sort, on fait des activités, on fait des jeux, là, c'est plus mon moment, mais comme rendu au dodo, quand ils sont fatigués, puis sont moins... mais ça, c'est ma façon de faire à moi, tu sais, mais... J'aime ce que tu dis en disant comme, il y a des gens qui me disaient de ne pas faire ça comme ça. Tellement. Encore une fois,
la société qui veut qu'on mette nos bébés puis nos enfants dans des petites cases. C'est fou. Faut pas faire ça, là. Venant de gens qui connaissent ça, qui connaissent juste leur situation, il faut faire attention à ça. Oui, bien... Les gens veulent aider, le pire. Oui, mais c'est plein de bonnes intentions, là, clairement. Que ce soit des spécialistes ou de la famille ou quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant aussi, des fois. Qui connaissent ça beaucoup. Oui, ils connaissent ça beaucoup. Puis c'est eux qui ont souvent le plus de conseils pour c'est nous. Salut, ces gens. Ouais. Je pense que la meilleure solution dans notre cas pour faire une transition éventuellement, c'est que j'aille l'endormir au sein dans sa chambre, sur le matelas à terre qui n'est pas dangereux. Je m'en vais dans notre chambre, puis bon. Mais après ça, dès que c'est fini, je vais le rechercher, puis je le ramène dans notre lit. Ça, c'est ta solution à toi. Ouais. Non, mais honnêtement, OK, moi, ce qui me freine, ce qui me stresse, puis ce que j'ai l'impression qui arriverait, là, c'est que de le coucher tout seul dans sa chambre, parce que je suis capable d'avoir 1 heure, là, ça arrive là, que je l'allaite, il s'endort, je suis capable de me décoller, je peux faire mes affaires. C'est d'aller me coucher dans mon lit, m'endormir dans mon lit pendant qu'il dort dans sa chambre, puis là, il se réveille, puis je l'entends pas, puis je suis pas là, puis il pleure, puis il est en panique. Mais tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller, puis... C'est sûr que tu vas te réveiller. C'est sûr que t'es pas habitué d'entendre ça loin. Ouais. Mais c'est parce qu'il pleure pas, normalement. Ben, il est collé sur moi, puis il fait... J'ai ma mamelon dans la bouche, puis là... Mais... Puis on dort. Oui, mais c'est pas grave qu'il pleure. En fait, c'est il va t'appeler. C'est ça qui va arriver. Puis là, sa seule façon de... Il va venir lui-même. Oui, en plus, il est au sol. Il va s'organiser pour venir te puis il est chercher. capable de monter dans notre lit. Fait qu'au final, ça, c'est lui qui va venir. Oui, puis il commence à être quand même assez grand pour comprendre un peu aussi que là, tu fais dodo dans ton lit. Si tu as besoin, viens voir maman. Puis il n'y a pas de... tu peux même... Si on pourrait alterner dodo-lit, l'habitude. Il y a plein de gens qui commencent le dodo dans la chambre de l'enfant, par exemple, puis qui finissent la nuit dans la chambre du parent. Ça, j'ai fait ça, moi. Ouais. Moi, ça m'arrive souvent de coucher mes enfants dans mon lit avant que moi j'aille me coucher. Puis quand moi, je vais me coucher, je les retransfère dans leur lit. Ils restent endormis, genre. Oui, puis ils savent, là, comme je vais aller te porter dans ton lit. Des fois, ils se réveillent même un peu, puis ils le savent, ils sont habitués. Oui. Hey, excusez, je sais pas ce qui s'est passé. Ben oui, mais tu peux le dire si tu veux. Non, mais c'est juste parce que là, j'ai la face qui coule, puis j'ai eu un facial à l'acide avant hier, fait que là, je vais tout peler. Non, mais la face qui coule, elle vient de où? La face qui coule, elle vient de... C'est une bonne question. J'ai... un détachement éventuel, je pense. Mm-hmm. Ça fait partie de... Ouais. Ouais. Mais tu sais, faut que tu y ailles à ton rythme, là. Si t'es pas prête, t'es pas prête, puis... Ouais. Mais, tu sais, voyons. Claude, il est super bon, puis je sais qu'il a la même opinion que moi. Tu sais, il est super content avec l'allaitement, il est super content avec le cours de dos. Mais tu sais, je sais que, mettons, moi, ce serait jusqu'à ces... OK, mettons, un réel allaitement, je l'allaiterais jusqu'à l'âge de 3 ans, en cours de dos jusqu'à l'âge de 3 ans, puis je serais très à l'aise et contente avec ça. Mais je suis comme... je pense pas que Claude, c'est comme son scénario idéal. Tu m'empêcherais pas, tu serais pas fâchée. Nicole, veux-tu amener des petits mouchoirs? Je peux y aller aussi. Non, c'est correct. Là... Ouais, fait que c'est ça, c'est de la transition que je sais qu'elle doit arriver éventuellement. Je suis pas encore là, mais tu sais, j'ai déjà pleuré parce qu'il commençait à manger, puis que je voulais juste l'allaiter, puis tu sais, le monde... Oh mon Dieu! On était une gang à table, puis ça faisait plusieurs commentaires autour de moi que j'avais de « Et qui a faim, ce bébé-là? Et check là comment il regarde la nourriture. Oh, il a tellement hâte de manger. » Puis je me suis mis à pleurer à table, j'étais comme... Je le nourris, mon enfant. Genre, il boit, tu sais. Ouais. Puis c'était comme un peu insultant pour moi, tu sais. Puis il a fallu qu'à un moment donné que ça sorte, là, tu sais. J'étais comme... Il a pas faim de... comme il va manger quand il va être prêt, puis... Mais pour moi, la transition à la nourriture a été une étape difficile aussi. Là, ça va, là. Mm-hmm. Mais là, je me sens un peu à la même place par rapport dodo. L'autonomie, un peu. Ouais. Mais comme pour le sommeil, quand les gens disaient ça, c'était vraiment dans le sens il y a faim, pas dans le sens mon Dieu que la mère est négligente. Puis là, c'est non, je la sais, même mais chose, tu sais. Comment que je le reçois. Ouais. C'est un peu des frustrations, un peu. Ouais. Bien, tu sais, c'est qu'il va apprendre à se sécuriser autrement aussi. Puis ça, éventuellement, dans sa vie, ça va lui servir énormément. Tu sais, d'être capable. Tu sais, comme
on aimerait ça. Ben, on peut pas être là quand ils sont à la garderie, quand ils sont à l'école. Puis C'est un long détachement. d'être capable de... Ouais. Ouais. Mais après, Ça passe aussi par le sommeil. Mais si toi, ton scénario idéal, c'est de dormir avec lui jusqu'à 3 ans, même si Claude n'est pas d'accord, je suis pas peux- d'accord. Je veux qu'on s'informe le plus possible. Ouais. ça se craquera pas le bébé, là. Tu sais, il n'y a pas... à 18 ans, il dormira plus entre vous deux, là, tu sais. Non, ça, c'est clair. Mais Dans le c'est sens ça. que, des fois, c'est ça que les gens pensent, là, que... Ouais. Mais c'est comme- que ça passe tellement vite. Oui, Tu sais, il y a vraiment. presque déjà 1 an et demi. C'est Oui. dans 1 an et demi qu'il y a 3 ans. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça se peut. on dirait que je vois la ligne de fin, puis je suis comme... Non, non, il faut en profiter à fond, il faut panique. être conscient J'en de ça. panique. Je comprends, puis moi aussi, là, tu sais, là, je le revis, puis on dirait que plus tu vieillis, plus ça passe vite, les choses, tu te rends compte, ou oui. la perception du temps, mais tant qu'il n'y a pas des frustrations, tu sais, je pense qu'il y a des choses qui, moi, peuvent finir par me frustrer, mais je veux dire, on s'arrange, comme dans n'importe quoi dans la vie, là, on trouve des trucs, puis bon. Oui, des fois, il faut aussi déconstruire notre idéal de comment c'est censé se passer, tu sais. Oui, puis si on l'écrit, si on se le dit pas, si on se Ouais. l'écrit pas, l'objectif, comme tu disais au début, Ouais. si t'as pas d'objectif, tu vas constamment être frustré ou être mêlé. Oui, puis c'est ça, puis tu tournes en rond, puis tu sais pas par où commencer, puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Hmm. Si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu peux prendre n'importe quel chemin. Fait qu'à puis- chacun son objectif, puis d'aller chercher les façons d'y arriver. Oui, clairement. Comment tu fais la différence dans ces situations-là de comme, là, je suis en train de faire quelque chose qui est pour moi et non pour mon enfant? Tu sais, parce Très que important. tu dis beaucoup comme que c'est important de s'écouter en tant que parent, puis de... Mais tu sais, des fois, s'écouter en tant que parent, c'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour l'enfant, tu sais. Bien, c'est quand même très rare que de se prioriser, mettons, ou de faire quelque chose comme pour soi va être très, très, très nuisible pour l'enfant, là, tu sais, quand on est quand même aussi dans le respect de l'enfant, ben il n'y a rien qui va comme entraver nécessairement le développement de l'enfant ou... Mais tu sais, c'est beaucoup mon bagage de burn-out parental aussi qui est tout le temps comme OK. pending en arrière aussi, parce que un parent qui va comme complètement s'oublier pour son enfant, puis qui va comme jamais être capable de se mettre de l'avant, puis jamais être capable de prendre soin de soi, ben ça va faire en sorte qu'on va développer une espèce d'animosité envers cette relation-là, tu sais. Fait que il y a ça aussi que on oublie souvent, mais S'oublier, c'est pire. ouais, c'est ça. Puis tu Mais sais, ça, c'est pas un problème que je sens qu'on a trop, là. ben, Non, mais c'est important Ouais. d'amener. Puis c'est pour ça que je disais, tu sais, toi, t'as ton bagage, tes traumas, puis si on agit en partie avec ça, tu sais, des fois, il faut faire je l'ai-tu fait? Je veux-tu ça à cause d'un trauma? Mm. Ou je veux ça parce que c'est la meilleure chose que je pense réellement pour Mhm. l'enfant? C'est parce qu'il y a l'affaire de répéter des patterns aussi, là. Ouais. Tu sais que, Mm. mettons, ma propre mère m'a eu très, très jeune. Elle était enceinte à 18, m'a eu à 19. Puis je pense qu'elle avait des frustrations, puis ben de l'agressivité à l'intérieur d'elle. Puis des fois, tu sais, moi, je le ressens apparaître en moi, tu sais. Puis là, Ouais. je suis comme, oh, en ce moment, c'est de l'agressivité. Ouais. Tu sais, puis je le vois monter, puis je suis comme... Puis c'est pas à l'endroit de mon fils, évidemment, mais tu sais, je ressens ce que ma mère a ressenti, puis que je sais que je dois le traiter différemment un peu. Ouais. Où j'essaie de m'en aller avec ça, c'est que il y a une peur, je pense, chez tous les parents de Mhm. recréer certaines choses que Tout à nos fait. propres parents ont fait. Ouais. Mais j'ai entendu dire que des fois, en ayant complètement à l'encontre de ce qu'ils ont fait, des fois, tu fais le même pattern. ouais, c'est ça. Ou c'est pas mieux non plus, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, ces frustrations-là, puis cette colère, tu sais, comme tous les êtres humains vivent des émotions désagréables, là, comme la colère, l'impatience, tout ça. Donc, c'est normal de se retrouver dans ce type d'émotions-là, puis de se dire, comme, de se rendre compte que l'on est comme, oh, là, je suis peut-être pas au meilleur de moi-même, tu sais, comme, clairement, quand on est en colère, mais c'est une émotion qui est normale, puis qu'on n'est pas encore super à l'aise non plus de verbaliser, là, tu sais, qu'on est en colère, mais c'est ce que tu fais de cette colère-là ou de cette impatience-là qui est importante, puis c'est ça qui va laisser des traces sur ton enfant, dans le sens que on a le droit d'être en colère à tous les jours si on vit des choses à tous les jours qui nous font mettre en colère, mais c'est
d'être capable de dire à notre enfant, ça t'appartient pas, c'est pas ta faute, ou comme je vais me trouver des moyens pour me gérer, puis après ça, je vais être disponible. Moi, je dis souvent à mes enfants, là, mon niveau de patience, là, c'est gros comme un petit poids en ce moment, ma patience. Là, fait qu'on va juste comme prendre une petite pause tout le monde ensemble, là, puis on va repartir après. Je vais être mieux. T'sais. Le verbaliser, mettons, à l'enfant. Oui, beaucoup. En être conscient, premièrement, puis le verbaliser. Ouais, puis si jamais tu as l'impression que tu es allé trop loin ou que tu as mal agi en tant qu'adulte, là, en tout cas, moi, je trouve un des trucs les plus importants que je travaille dessus, c'est même m'excuser à tout vent. Oui. Hey, tout à l'heure, excuse-moi, il y a des gens qui font absolument pas ça, mais il me semble que la leçon que tu donnes en revenant sur la situation, même si c'était rien ou c'était vraiment pas grave ou même si c'était bien correct, la leçon du revenir sur puis montrer que, tu sais, tu peux t'excuser pas avoir été parfait, puis moi, c'est ça que je fais le plus possible, mais clairement, là, on est loin d'être parfait, puis quand on n'a plus de patience, ça vire. C'est ça. Bien, on est deux êtres humains en relation, tu sais, le parent, l'enfant, d'autres êtres humains aussi, tout le monde en relation. Il n'y a aucun être humain qui est parfait. Puis, tu sais, de s'excuser, on est le premier agent d'apprentissage de nos enfants. C'est ça. Là. Après, lui, quand ça vire, il va avoir le goût de faire, dans le fond, ce que tu vas y avoir montré, c'est que... Il va avoir appris que dans la vie, on peut s'excuser, puis que c'est correct, puis que c'est pas humiliant. S'excuser, puis avouer que là, il n'y avait rien de parfait, puis que ça t'a pas plu, toi non plus, d'être comme ça. Ouais. Mais avec un bébé qui n'est pas encore... t'as pas encore de discussion avec lui. Moi, il y a l'aspect un peu du fait que c'est une éponge qui me stresse beaucoup, tu sais, parce que tu peux pas dire maman vit ses émotions, je m'excuse, je vais aller les gérer, puis je suis disponible, tu sais, il les ressent toutes. Oui, en fait, ça, c'est les neurones miroirs. Je sais pas si tu connais Non, je connais pas. Neurones miroirs. Miroirs. Oui, en fait, c'est... on a tous des neurones miroirs en nous, puis c'est les neurones qui sont responsables de l'empathie, puis de décoder les émotions chez les autres. Donc, qui l'ont moins, ça. Hein? Il y a des gens qui l'ont moins. Oui, il y a des gens qui en ont moins que d'autres. Toi, tes neurones miroirs. Pardon. Fait que ces neurones miroirs-là vont influencer, en fait, vont envoyer des signaux à notre cerveau pour être capable de réagir, en fait, à l'émotion de l'autre, tu sais. Fait que, tu sais, si on était en train de chicaner, par exemple, là, ben mes neurones me diraient comme, Stéphanie, Lisande est vraiment fâchée en ce moment, là, tu sais, comme, tu devrais toi aussi te fâcher pour te protéger, parce qu'il y a visiblement une situation qui fait en sorte que tu dois te mettre dans la même émotion qu'elle, parce que si elle est en qui ont beaucoup de neurones miroirs. Oui. Fait que les gens très empathiques ont plus tendance à se fâcher quand l'autre est fâché. Oui. Est-ce qu'ils ont tendance à se fâcher plus que toi? Je ne pourrais pas répondre. Mais, tu sais, même si moi, mon cortex préfrontal, qui est la partie, là, ici, en arrière de mon front, qui est la partie de mon cerveau qui va rationaliser. Qui peut gérer les neurones miroirs. Va dire comme, hey, là, les neurones miroirs, calme-toi. Tu sais, comme, Lisandre, c'est pas à cause de toi qu'elle est fâchée, mettons. Tu sais, fait que là, je vais me parler, puis là, je vais être capable de me dire comme rationalise. Mais à un moment donné, là, ça continue d'être fâché. Bien là, à un moment donné, mes émotions, mes neurones miroirs vont prendre le dessus, puis je vais mettre à parler plus vite, à parler plus fort, à avoir le cœur qui va... Tu sais, je vais commencer, moi aussi, à me mettre en colère, malgré que je sois capable de me parler avec mon cerveau. On s'entend, à l'âge de votre garçon, il n'y a pas le cortex préfrontal de développer assez... Il est que miroir. Il est que dans les neurones miroirs. Mais, mais non. Il est que dans les neurones miroirs. Oui, mais là où est la différence, c'est que tu peux lui parler puis lui dire, même s'il ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire, comme « Excuse-moi, mon minou, c'est pas à cause de toi que je vis une émotion ce soir », il va comprendre ton ton. Il va comprendre l'intention. Il va comprendre. Puis moi, j'invite souvent les parents à le dire fort. Puis de le parler beaucoup, là, tu sais, je suis vraiment désolée, mon minou, c'est pas de ta faute, puis maman, elle a des émotions, puis c'est pas facile, puis ou papa est en colère tantôt, mais c'est pas à cause de toi, puis ça, ce que ça fait, c'est que premièrement, nous, ça nous parle, fait qu'on se reground un petit peu sur nos émotions, on utilise des stratégies de gestion des émotions comme ça en se parlant, puis l'enfant, bien, c'est ça, il comprend notre ton, puis on dirait qu'on se déculpabilise un peu plus aussi en le disant fort. C'est une bonne idée, même au petit. Oui. Oui. Puis, tu
sais, mettons, pour faire le parallèle avec le sommeil, pour revenir un peu là-dessus. Ouais, parce qu'on est parti, ça fait un bout, là. On s'égare un peu, mais... Non, mais c'est pour ça que quand tu as dit qu'est-ce que tu faisais dans la vie, ça donne le goût de parler d'autres choses que le sommeil. De plein de choses, oui. Mais... Puis quelqu'un qui est intéressé par le sommeil des enfants, a des enfants, est intéressé par tout. Ben oui, là, fait que, tu sais, Oui, parlons de c'est ça. tout. Et revenons sur le sommeil. Mais pour revenir au sommeil, tu sais, quand on a une mauvaise journée, quand on a eu une mauvaise nouvelle juste avant d'endormir notre enfant ou que justement, ça fait comme 4 siestes qu'il ne fait pas dans la journée puis qu'il a dormi 5 minutes, fait qu'il a été exécrable toute la journée, ça se peut que d'arriver à 7-8 heures le soir, on soit comme, là, je suis de même, tu sais, je suis comme sur le gros nerf. C'est sûr que l'enfant, il va le ressentir pour l'endormissement. Puis ces neurones miroirs-là font partie des stratégies que l'être humain a pour survivre, tu sais. Donc, dans la nature. Oui, dans la nature. Ça servait à quoi? Ça servait à se battre? Ça servait en fait à être capable de savoir s'il y avait un danger potentiel. Toujours le danger. Fait que quand on vivait en communauté, s'il y a quelqu'un qui se rendait compte qu'il y avait un danger, juste par des eye contact ou juste c'est contagieux, tac, tout le monde tout le monde ou quelqu'un qui veut se battre, l'autre, il va être capable. Ouais, si t'es pas dans ce mood-là, tu perds. Exactement. Fait que, tu sais, l'enfant va le ressentir, ça. Fait que ça, c'est sûr que ce soir-là, ça va être vraiment plus tough d'essayer de le coucher. Puis l'idée, c'est pas de plus vivre ces émotions-là ou de s'assurer qu'on a tout le temps des belles journées. C'est de se dire, ben je vais accepter que ce soir, ça se peut que ça me prenne plus de temps d'endormir puis que ça soit plus difficile. Puis je vais être indulgent envers moi-même comme adulte parce que c'est normal que je vive des émotions puis c'est normal que je passe à travers quelque chose de difficile. Fait que, tu sais, c'est d'être juste comme conscient un peu de tout le monde puis de savoir que eux ils n'ont pas cette capacité-là de raisonner, tu sais. Puis c'est autour de 7 ans là, qu'on tombe dans le cortex préfrontal qui est capable d'avoir une influence. Conscient. C'est 7 ans, hein? Oui, l'âge de raison qu'on appelle. L'âge de raison, c'est ça, je cherchais le terme. Je vous confirme, en tout cas, je passe par là il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne se passe pas grand-chose entre 6 et 7 qui fait en sorte que c'est miraculeux. Ils ont encore besoin de notre aide. Non, c'est ça. On ne voit pas une bang, le moment. Non, c'est ça. Mais on en a eu des moments de... Tu sais, les deux, je veux dire, on dort littéralement, puis il est là, wouhou! Puis là, ça devient, mais qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Ouais. On laisse écouter un fait, tu sais, genre le désespoir. Ben, c'est une très mauvaise idée, le film, oui, avant mais oui, on le sait, mais là, c'est comme si... c'est ça, je disais ça comme exemple. Ben oui, mais on laisse jouer dans le salon pendant qu'on dort en haut. C'est ça. Là, au dépourvu. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, je vais parler des écrans. Là, 1 heure après la fermeture des écrans, il y a encore une influence sur le cerveau de l'enfant. Fait qu'il est encore en surstimulation. Fait que c'est sûr que... des adultes aussi. Et des adultes aussi, oui, c'est ça. Bon, parlons de l'écran. Mais il y a tellement plein de choses aussi. Il y a aussi le niveau de stimulation qu'il y a eu pendant la journée. Tu sais, si il a été surstimulé, puis que là, il y a eu une grosse journée, ça se peut qu'il soit fatigué un peu avant aussi. Fait qu'il y a toute cette adaptation-là qu'on doit avoir. Oui, souvent on se dit, hey, il y a tellement dépensé d'énergie aujourd'hui, ça va bien aller. Puis finalement, pas nécessairement. Des fois, il y a un lien, mais... Comme dans le cycle d'éveil et de sommeil, il y a comme l'éveil calme, puis il y a l'éveil agité, puis ensuite de ça, il y a l'endormissement. Fait que cet éveil agité-là, souvent, est perçu par les parents comme il y a un deuxième souffle. Ah, finalement, il n'est pas fatigué. Ah, finalement, on a du temps pour faire une activité de plus. C'est vrai? Mais pas non, nécessairement. dans le fond, parce que c'est l'étape où est-ce qu'on devrait être dans les routines, justement, puis qu'on devrait être en mode plus, on va tamiser les lumières pour faire sécréter de la mélatonine, puis on va se calmer, puis on va comme cool down. Même si l'enfant il est excité, on essaye de le ramener un peu plus. Puis, parce que... excuse-moi. Oui. C'est juste, je m'en souviens d'être tout petite puis d'être comme... Mes parents sont là, bon, elle est fatiguée. Oui. Ça te dirait, toi? De comme virer un peu foufou, puis que là, c'est là où... Oui, le foufou d'avant. OK, je comprends. Ben oui. Oui, excuse-moi. C'est plus quand l'enfant pleure un peu rien. Mais quand ils sont tout petits, on le voit beaucoup, là, qui pleurent, puis en pouf, ils s'endorment, tu sais. C'est là juste avant. C'est pas le même pleur. Oui, non, c'est ça. C'est comme un pleur. Puis plus que ça avance, plus que ça se transforme avec des signes de fatigue qui sont comme propres à chaque enfant. Là. Mon gars est un peu comme ça. Là. Il devient ricaneux quand il est fatigué. Puis, ah ouais? Ben, je suis pareil, en fait. Là, quand je suis fatiguée, je ris beaucoup. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je suis fatiguée, j'arrête pas de rire. Oui, je suis pas capable on connaît de m'arrêter. Ce fatigué, là. Ou l'éveil calme. L'éveil calme, c'est le matin, ça? Ben, c'est dans chaque période d'éveil, dans le fond. Là. Fait entre la sieste puis le dodo que vous vivez, ben, il y a comme
il y a différentes étapes, là, mais mettons qu'on veut généraliser, là, il y a l'éveil calme puis l'éveil agité. Puis tout de suite après ça, c'est l'endormissement. Sommeil léger, sommeil profond. Fait que, tu sais, il y a comme cette espèce de sweet spot-là, qui est la fenêtre d'endormissement qui n'est pas facile à saisir. Fait que si vous êtes passé à côté pour X, Y raison, puis que c'est pas grave, là, en fait, l'idée, mais c'est de se dire comment. Ça se peut qu'il y a un petit bout où est-ce que là, il va gosser dans le lit puis qu'il va avoir du fun parce qu'il y a comme Fait que c'est manqué. des trains. Tu sautes dedans ou tu peux le rater. Oui, c'est ça. Fait qu'on reste comme en mode. Comme les adultes. Tranquille. Puis, ouais. Finalement. Ouais, La clairement. différence entre le sommeil d'un adulte et d'un bébé, en gros, d'un bébé, quel âge? Nous, on a tout le conscient qu'on est capable d'aller travailler. Puis, j'en profite pour dire que moi, j'ai un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Aléo qui s'occupe du sommeil des adultes. Fait que ils nous shippent toute leur clientèle qui ont des jeunes enfants puis qui donnent pas à cause des enfants. En même temps, moi, ça gérer en même temps. Oui, c'est ça. Puis un coup que je les aide à mieux dormir puis qu'on règle une couple de trucs, je leur dis comme, OK, mais là, va voir Aléo. Là, si toi, tu continues de pas bien dormir, fais ton bout avec l'autre compagnie. Mais il y a plein de choses qui se ressemblent beaucoup, là, comme l'environnement de sommeil, tu sais, la température de la chambre. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud dans la chambre. On a tendance à mettre ça plus chaud, mais tu sais, des fois, les enfants se réveillent juste parce qu'ils sont en sueur ou juste parce qu'ils ont chaud, puis c'est inconfortable. Tout ce qui est luminosité, les écrans, l'organisation du cycle éveil-sommeil. On a toutes des micro-réveils, on a toutes ça se ressemble là, au niveau des phases? Oui, les routines, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe notre sommeil à nous que le sommeil des bébés puis des enfants. Là. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'à force de grandir, il y a des nouveaux cycles puis des nouvelles séquences dans le sommeil qui s'installent. Okay. Fait que c'est là où on voit des régressions dans le sommeil puis qu'on voit des moments plus problématiques. Ça se complexifie pas mal. Autour de 4 mois, autour de 6 mois, autour de 9 mois, il y a l'anxiété de séparation. Autour de 18 mois, il y a aussi une autre anxiété de séparation. La grande séparation? L'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation. Ça, c'est quand l'enfant commence à comprendre qu'il n'est plus comme partie intégrante. Il n'est plus dans le ventre, c'est plus le même corps. C'est ça. Il n'est plus. Le cordon ombilical, il est coupé. Ouais. Mais vous êtes encore là-dedans, là. Jusqu'à comme, des fois même 3 ans, là, il y a comme... Il ne sait pas encore tout à fait. Non, il ne sait pas, moi non plus, je ne sais pas. C'est correct, on peut vivre dans le déni. La mère le vit aussi. Ben oui, on a tous notre instinct parental qui vient comme nous guider. Puis c'est vraiment ça qui devrait primer, en fait. Moi, c'est la première chose que je veux enseigner à tous les parents, là, c'est vraiment dire comme... C'est ça, la société veut qu'on mette nos bébés dans des petites boîtes, mais ton instinct à toi, il te dit quoi? Comme, parce que c'est toi qui es là la nuit, puis qui se lève, puis c'est toi qui es là, puis qui l'endort peut-être pendant 2 heures pour une sieste qui va dormir 20 minutes. Clairement, il y a des setups où les gens doivent manquer un peu d'assurance, puis ont peur de s'écouter ou s'écoutent pas. Là, fait que là, ils écoutent juste les autres autour. Ouais. C'est comme c'est un cocktail qui fait que finalement, t'as peut-être de la misère à suivre ton instinct. Oui. Bien, c'est difficile de suivre son instinct, parce que... Oui, ben je pense qu'il faut se dire, je suis capable, je l'ai, puis s'écouter, mais c'est un mind state plus que... Oui. Oui, mais quand t'as pas l'entourage nécessairement pour te guider, moi, j'ai parti Bulle et Pirouette parce que moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 21 ans. Fait que j'ai eu mes enfants, ma première fille à 25 ans, Léane. Puis je me suis dit comme, je les ai pas, mes points de repère à moi, là, pour être capable de savoir où est-ce que je voulais m'enligner. Fait que puis, tu sais, c'est ça, il y a 11 ans, on n'avait pas la technologie de cours en ligne, puis tout ça. Bien, probablement qu'il y en avait, là, mais pas aussi développé. L'accès à l'information, puis ça a changé vite. Tu sais, les cours au CLSC ne me convenaient pas, là, non plus. Là, tu sais, je trouvais que j'étais comme dans un entre-deux. Fait que je me suis dit que j'allais devenir ce point de repère-là pour les autres parents, tu sais, mais tout en leur permettant de conserver leur instinct parental puis leurs idéologies. Puis de... Ben, quand on se fait dire tu peux suivre ton instinct, il y a des gens qui n'ont jamais pensé... C'est ça. Il y a des gens qui l'ont moins naturellement à cause de leur setup de vie. Ouais. Il y a des gens qui sont très, très proches de leurs parents puis qui le vivent à travers les parents qui, eux, ont une idée. Puis finalement, ça vient dominer leur idée. Ouais. Pour faire attention à ça. Ouais. Parce que les autres, ils viennent d'une autre époque, sans jugement, là, mais c'est des époques où, justement, on avait moins tous les exemples. Et il y avait une façon. Oui. Quelles croyances qui ont le plus changé depuis que tu es rentrée dans ce métier-là? Tu sais, mettons que tu as utilisé sur Léane qu'aujourd'hui, tu des techniques ou des nouveaux trucs que tu es... la possibilité de ne pas faire pleurer ses enfants pour les faire dormir, je dirais que c'est moi, quand j'ai eu Léane,
j'avais comme juste 2-3 amis déjà qui avaient des bébés. Fait que c'était mes seules références. Ils avaient tous utilisé les techniques de laisser pleurer pour apprendre à leur enfant à dormir. Fait que je savais pas qu'il existait d'autres stratégies jusqu'à temps que je m'informe. Puis, comme clairement, quand je suis devenue maman une deuxième fois avec Nathan, j'ai été vraiment dans une autre direction qui me convenait davantage. Fait que ça, clairement, ça l'a changé la perception de beaucoup de gens par rapport au sommeil aussi. Mais tu sais, c'est encore beaucoup le laisser pleurer qui est véhiculé parce que ça l'a tellement été populaire. Il y a encore des professionnels qui le prônent, là, tu sais. Fait que c'est dur, là, d'aller déconstruire. Puis, tu sais, il y a encore des pédiatres qui vont... C'est quoi le but du laisser pleurer, mettons? D'apprendre à l'enfant à s'endormir seul. D'apprendre le sommeil autonome. C'est tu le laisses pleurer jusqu'à ce qu'il s'effondre. Oui, il y en a qui vont comme compter là, du temps, là, comme 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il y en a qui vont le transformer en secondes, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Puis là, jusqu'à temps, puis à un moment donné, tu vas le réconforter. Là, tu le remets dans le lit, tu sais. Mais... C'est un laps de temps qui augmente, genre, oui, c'est ça. C'est pas nécessairement le laisser pleurer jusqu'à ce qu'il fasse un bruit, peu importe le temps. C'est ça. Ouais, ben, pour qu'il finisse à s'endormir par lui-même tout seul, puis qu'il comprenne que dans le fond, tu n'es plus en train de l'accompagner dans le sommeil. T'sais. Mais. C'est pas ça. Mettons quelqu'un qui fait ça en ce moment, puis que tu pourrais lui proposer une alternative. Ouais. Ça serait quoi, toi, que tu proposerais comme alternative? Bien, dans le fond, c'est de commencer un peu comme je disais tantôt. T'sais, mettons qu'on part d'un parent qui endort son enfant au sein ou au biberon, bien, c'est d'y aller vraiment par étapes, tranquillement, pour. La première étape, ça serait d'enlever le sein de la bouche de bébé pour l'endormir. Après ça serait d'arrêter de faire les mouvements de bercer. Parce que, ultimement, notre objectif, c'est d'amener le bébé à s'endormir seul dans son lit, par lui-même, sans pleurer. On était rendu au mouvement, tantôt. Oui, c'est ça. Fait que les mouvements, ensuite de ça, c'est on dépose bébé dans le lit, puis on peut, mettons, le flatter, chanter des chansons, lui flatter les cheveux. Après ça, l'étape d'après, ça serait de le déposer dans le lit, mais de rester à côté du lit, puis après ça, de le déposer puis de sortir. Puis dans toutes ces étapes-là, quand un bébé il est comme pas content ou qu'il est en train de pleurer, bien, on le reprend puis on vient à l'étape d'avant, tu sais, pour dire comme je te réconforte, je suis là, je suis pas en train de te laisser pleurer. Oui, c'est ça. On peut même revenir jusqu'à l'allaiter, c'est pas grave. L'idée, c'est de se dire je veux que mon enfant comprenne qu'on est en train de progresser ensemble. On a un objectif. Ça va vers quelque chose de positif, autant pour le parent que pour l'enfant. Parce que, tu sais, j'imagine que c'est ça, des fois, il se fait garder. Je ne sais pas comment ça se passe quand un bébé se fait garder pour l'endormissement. Ça va être la poussette. Oui. Ça va être les techniques de... Oui, c'est ça, soit auto, poussette... l'auto. Ouais. Puis éventuellement, bien, l'endormissement autonome va diminuer le nombre de réveils nocturnes, va faciliter les siestes, parce que là, on s'en vient avec une même façon de fonctionner pour les deux parents, donc une récurrence, une cohérence. Fait que mais il y a toujours possibilité. En fait, c'est que moi, dans ma stratégie à moi, il y a toujours un accompagnement à l'enfant qui se fait. Puis il n'est jamais tout seul. On ne sort pas de la pièce tant que l'enfant n'est pas prêt qu'on sorte de la pièce. Pour nous, là, juste pour conclure pour nous, oups, le sein, on le décolle un peu. Est-ce qu'on se décolle physiquement un peu? Si, mettons, on veut qu'il dorme au début, tu sais, en fait, mettons, il y a comme 5 étapes là, dans ce que je viens de décortiquer. Mais chaque étape peut être décortiquée en 20 étapes si c'est ça qui vous convient, là, dans le sens que... On invente un peu les étapes selon la logique. Oui, l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je fais pour passer du point A au point B? Puis comme, c'est quoi les micro-étapes qu'il y a entre ces deux étapes-là? Puis, tu sais, il y en a là, qui vont passer de « je t'endors au sein » à « finalement, j'ai décidé, je te déposais dans ton lit, puis si je te reprends, je vais te remettre au sein, mais je te redépose dans ton lit. » Puis ça fonctionne, puis tant mieux. Puis il y en a d'autres qui vont remettre le bébé au sein 45 fois avant d'être capable qu'il s'endorme par lui-même, tu sais. Mais toutes les façons de faire sont bonnes, puis je dirais que l'important là-dedans, c'est de se dire, OK, j'ai un objectif, mais je comme stick to it, là, dans le sens que... On doit d'abord trouver notre objectif. Oui, c'est ça. Commun. Puis d'y aller vraiment par petites bouchées. Là. On mange un éléphant une bouchée à la fois. Fait que, clairement, c'est d'y aller tranquillement. C'est un éléphant. Oui, puis c'est un éléphant. Puis la principale erreur des parents, là, j'aimerais ça... Oui. Ouais, c'est d'essayer pendant comme 1 ou 2 journées quelque chose, puis après ça, de dire comme « Ah, c'est pas pour moi. » Fait que là, on change. Là, je reviens soit dans mes pantoufles ou j'essaye d'autres choses. On l'essaye 1 journée ou 2. Ah, ça marche pas. Il n'y a pas d'amélioration. C'est pas fait pour moi. Ça prend environ 21 jours à l'être humain pour s'ajuster à une nouvelle habitude, là, de faire un changement à une nouvelle habitude. Fait que clairement, surtout dans le sommeil, quand on essaie quelque chose, il faut comme
se commettre puis dire comme faut le réfléchir, il faut se dire OK, ça fait du sens pour moi, c'est en cohérence avec mes valeurs, c'est un objectif qui fait du sens autant pour l'enfant que pour le parent. Donc, tu sais, on stick to it, mais comme on se laisse l'opportunité que ça ait une influence sur l'enfant aussi. T'sais. Puis dans le processus de changement, dans presque tout dans la vie, là, il y a comme une espèce de creux avant que ça remonte, là, la pente. Là, Ouais. Fait que c'est normal que si on se dit OK, maintenant, je vais prendre un exemple, je t'endors plus au sein, et puis que je t'endors dans la même position dans mes bras, mais juste pas le sein dans ta bouche, ça se peut que là, oups, bébé se mette à se réveiller un peu plus souvent la nuit, tu sais, puis que là, puis là, on est comme, hey, c'est l'enfer, c'est n'importe quoi, ça empire ma situation, tu sais. Le creux, il est fait pour Mais give up. C'est ça, Attention. ouais. Fait que dans ce creux de vague-là, souvent, les gens vont abandonner, mais comme, il manque l'espèce de boost qu'on OK. la remonte la vague. Encourageant, digne de mention. Oui, quand même. Le creux, il existe. Le creux, il existe, il est là, puis c'est là où on se décourage le plus souvent, avec raison. ça. Avec raison. Parce que là, on est comme, j'ai demandé de l'aide parce que c'était tough. Là, c'est pire que tough. Ah non, Fait que c'est c'est rushant, là, tu sais. Mais C'est quand on le dangereux de sait, give up. on s'ajuste, puis on y va doucement, tu sais. On va se trouver l'objectif, parce que clairement, tu sais, le mélange entre son lit, notre lit, une partie des deux, la nuit. Ouais. Je l'avais jamais imaginé se lever, venir nous rejoindre. On dirait Ouais. que c'est un petit garçon. Là, Ah, tu qui peux même vieillit. le pratiquer dans le jour. Tu sais. Moi, j'aime ça, là, dire ça. Là, quand on veut, comme. Parce que, tu sais, en plein milieu de la nuit, là, c'est tough. Là. On s'entend là, pour un enfant de se lever puis de venir. Tu sais, dans le sens que. Vous savez, on se réveille, on est mêlé, on n'est pas à notre. Ouais. Mais pratiquez-le dans le jour, tu sais, comme à soir, arriver à la maison, là, puis on fait un nouveau jeu, là. On débarque de ton lit, puis on va grimper dans le lit à maman. Puis comme on est vraiment content. Fait que de le pratiquer dans le jour, ça fait que la nuit, quand il se réveille, il n'est pas déboussolé. Là. Je sais ce que j'ai à faire. Je m'en vais rejoindre. Tu sais, on bonne l'a idée. pratiqué. Puis Bonne dans le idée. jour, on est disponible, autant nous que l'enfant. L'enfant est plus capable de comprendre. Fait que, C'est faut l'assumer, là, tu sais, au lieu Ben de oui. ça a fini de même, puis ben oui, c'est le ça. pétage d'orteil Je la cherche nuit. maman. Je sais plus c'est où, je me suis trompé de pièce. Ouais. Terrorisé. Ouais. Ben, tu sais, si la chambre n'est pas très loin, en plus, on peut même laisser une petite veilleuse dans le corridor Mhm. ou, tu sais, pour que ce soit facile de voir un Bonne peu. idée. Mais Très bonne idée. ça peut donner comme un Je voulais un que. sweet spot entre les Parce deux. que moi, j'ai utilisé beaucoup la musique Ouais. pour endormir Ouais. mon fils à l'époque de l'infini bordage. Bon, télé, musique, c'est pas du tout la même catégorie, mais Non. je voulais juste faire le point sur la télé. Là, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies, là, Ouais, nous ouais. et tout le monde. Et bon, j'ai des amis qui n'ont jamais fait écouter la télé à leurs enfants Mhm. à ce jour, puis ils sont quand même vieux. J'en ai qui ne checkent pas ça du tout. Nous, on jongle un peu à travers tout ça, mais selon toi, selon ton knowledge, c'est quoi le warning de la télé? Ben moi, je pense qu'on peut pas s'en sortir sans télé, dans le sens que nos enfants Dans la sont vie, là. exposés à ça Ben, genre, partout. Là, tu sais. Oui, non, c'est ça, c'est quasi impossible. Il y a des Oui. gens qui le font, mais ces gens-là sont extrêmes dans plein de choses. Oui, tu sais. ben, puis c'est correct si ça répond à Si leur on veut pas être valeur, extrême, tu sais. là. Mais quand on parle de sommeil, là, puis les écrans, ben c'est sûr qu'au moins 1 heure avant, pas d'écran dans la routine. Tu sais, tout écran confondu, là, tu sais, un petit FaceTime avec grand-maman pour dire bonne C'est un nuit. écran. C'est un écran. C'est la séquence d'images qui est trop rapide pour la capacité que l'enfant a à comme analyser ça dans son cerveau. Fait que là, on tombe en surstimulation. Séquence d'images, c'est-à-dire le nombre D'images pulsions, de pulsions de lumière. Là. Oui, ben le nombre d'images secondes qu'il y a quand on regarde un écran. Là. Est-ce que le type de luminosité, là, je sais qu'il y a le mode nuit là, qui embarque Oui, la lumière selon l'heure, bleue tout ça. va être moins nocive que la lumière blanche. Puis la lumière, tu sais, mettons qu'on veut mettre une veilleuse dans la chambre de l'enfant là, ou qu'on veut gérer les écrans, tout ce qui est lumière rouge, orange, jaune va être plus facilitante pour l'endormissement. C'est ça. Va être moins stimulante que la lumière bleue, blanche. Ça, on essaie de l'éviter. Ça, on le sait. Je pense que c'est rendu assez connu. Ouais. Mais Si... Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? ben, l'heure avant le dodo fait que ce serait papa et maman aussi, ils lâchent leur téléphone. Ben, idéalement. Mais surtout si on Ouais. est avec le bébé. Oui, en plus, risque d'être surtout si le on est cas. avec le bébé. Qui est le cas. Ben, tu sais, C'est peut-être le cas longtemps. ben, tu sais, surtout avec le bébé, parce qu'en plus, quand on est sur notre téléphone, puis qu'on est en train de, tu sais, d'être sur Instagram ou de répondre à nos amis ou de checker quelque chose, Mhm. ben on n'est pas à l'affût des signes de bébé non plus, tu sais. Fait qu'on n'est pas concentré vraiment. Puis des fois, on va manquer justement le signe de fatigue qui indique que là, oups, c'est le temps que je te redonne un petit peu de lait pour te donner la petite go qui te manque avant Ouais. le dodo. Fait que, tu sais, des fois, on manque ça. Puis là, ben ça fait que c'est plus long. Fait que ça fait que c'est plus difficile. Fait que Tu deviens moins habile pour checker Ouais. le big picture de tout ça. Puis,
Ça, on le sait tous un peu. Là. Je me demandais tu sais, si on était le réveil, l'écran au niveau du réveil. Oui, ben c'est moins problématique à ce moment-là. C'est pas... Moi, j'ai fait ça longtemps, là, dire à mes enfants comme là, maman, elle a envie de dormir un petit peu plus. Mais va écouter une petite émission. Puis, mais je pense que c'est... Tu sais, je connais des gens qui veulent absolument pas là, que ça se passe, mais eux, ils se lèvent puis ils jouent avec leurs enfants. Non, c'est ça. C'est un choix. Il n'y a pas de... C'est un mauvais réveil, tu laisses pas la mélatonine, il n'y a pas de... C'est sûr que les recommandations, c'est pas d'écran avant 2 ans, mais tu sais, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est fonctionnel? Ouais, pas du tout. C'est 2 ans? Oui, 2 ans. Est-ce que c'est fonctionnel? Je pense pas, honnêtement. Non, c'est ça. Moi, j'en prends et j'en laisse. Là, je sais que... Puis je suis très curieux par rapport à ça. J'écoute des médecins de toutes sortes parler de ça de façon différente aussi, mais clairement, il y a un genre de... Il y a quelque chose qui se passe là, avant 2 ans. J'ai même entendu 3 ans, mais tu sais... Ben, tu sais, il y en a qui sont un peu plus puristes que d'autres, là. Non, c'est ça. Puis j'en connais. Puis la musique... La musique, c'est bien pour s'endormir. Même les bruits blancs, tu sais, tout ce qui est comme bruit de... M&M. Non, pas ça. Les bruits blancs, comme bruit de pluie, de cœur, Évidemment, de la musique de vagues. douce. Oui, c'est ça. Ben, il y a la musique et les bruits blancs, c'est 2 choses comme plus différentes, là, mais les bruits blancs sont prouvés pour faciliter l'endormissement. OK. Mais ce qu'on cherche... Tu connais pas ça? Non, je parle pour le bébé, là. Moi, c'est mon affaire. J'ai tendance à... J'ai acheté une machine à bruit de même. Oui, c'est parce qu'elle laisse toute la nuit. Mais moi, ça me réveille. Ouais. Selon mon cycle de sommeil, à un moment donné, oui, on peut s'endormir, mais là, je me réveille à cause du bruit blanc. Ben, on devrait... il faut qu'il se lève pour aller... Comment ça marche, ça? Je savais plus comment ça marchait. Il n'y a pas de timer, mettons? Parce que idéalement, on met un timer pour l'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Bien, ça permet pas, en fait, au cerveau de se reposer complètement. Donc, ça reste toujours que le cerveau est un peu en activité. Fait que ça permet... On accède moins au sommeil profond. Puis, il faut que le son soit le plus bas possible, le plus loin possible de bébé. Au niveau de l'audition aussi. On veut essayer de... Fait que loin dans la pièce, il faut que ça s'arrête. C'est ça, idéalement. Puis là... Il faut que ça cesse. Non, mais c'est clairement ça que j'ai senti. J'étais pas capable de m'endormir plus deep. Puis là, j'étais comme, comment on fait pour arrêter ça? Mais il y a des parents là, qui nous écoutent en ce moment qui mettent des bruits blancs toute la nuit. Puis là, ils sont comme, oh non, elle a dit qu'il fallait que ça s'arrête. Là. C'est pas dangereux. Ben, à un moment donné, c'est qu'on a comme une balance décisionnelle aussi à se dire, comme, est-ce que je suis mieux de mettre les bruits blancs toute la nuit puis mon bébé se réveille pas? Ou de faire arrêter puis que mon bébé se réveille 15 fois. Pour le bébé. Là, pour le bébé, tu sais. Fait que là, on peut prendre notre décision en fonction de notre situation familiale. Le bruit, tu peux le mettre de moins en moins fort. Oui, il y a sûrement un moyen de... Faire des vagues. De s'arranger. C'était presque pire. Oui. Puis tu sais, à ce moment-là, quand on laisse le bruit blanc toute la nuit, on essaie de limiter le bruit dans le jour. On laisse pas la télé ouverte tout le temps ou de la musique toute la journée, tu sais, pour comme... Parce qu'à un moment donné, on devient en surstimulation auditive aussi, là, tu sais. Ah oui, mettons le jour, quelqu'un qui l'écouterait toute la nuit puis qu'il y a du son tout dans le jour aussi. Ça devient intense un peu pour le cerveau, là, tu sais, au niveau de la stimulation. Puis quand on est en surstimulation, que ce soit auditive, que ce soit dans les activités qu'on fait dans la journée, la première conséquence de la surstimulation, c'est le manque de sommeil. C'est des difficultés de sommeil. Merci énormément, Stéphanie. Ça me fait plaisir. Ouais, merci. J'ai passé un super moment, puis il y a plein de mes questions qui ont été répondues. Ben, tant mieux. Puis je retourne chez moi avec... Ce que j'en retiens, c'est se fixer sur un objectif concret qui arrange le plus possible. Ne rien changer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, parce que l'objectif devient, ça peut être très flou au final. Il faut vraiment, comme dans la planification, qu'est-ce que tu veux? Oui, exactement. Après, on va faire le calendrier. Parce que excuse-moi. Ben, si on fait juste surfer sa vague, on a peut-être l'impression qu'on s'en va pas nulle part. Mais effectivement, de mettre un objectif concret, c'est idéal. Merci. Tu m'as beaucoup conforté dans mon horaire. de me fixer sur la routine, les trucs qui sont en séquence plutôt que de comme l'heure. Ouais. Ça apaise mon cœur de mère. Donc, merci énormément. Puis, qu'est-ce que tu voudrais, là, le site, les trucs qu'on met en biographie où les gens peuvent te trouver? Oui, bien, en fait, sur mon site web, j'ai un onglet qui s'appelle Sommeil.
Fait que c'est assez facile. Tout est là. Il y a même le lien vers la compagnie qui s'occupe du sommeil des adultes qui est là aussi. Fait que sommeil des bébés, enfants, tout est là. Puis toi, tu fais des lives sur Facebook, tu as Instagram. Oui, ben je fais j'appelle ça des défis sommeil, là, dans le fond. Gratuitement, les gens peuvent s'inscrire. Puis pendant 3 jours, je m'installe en live. Puis on est des centaines de parents qui sont là. Puis là, je leur donne comme les bases sur le sommeil. Puis ensuite de ça, ben, je leur propose mon offre de service aussi là, par la suite. Fait que, Très nice. Merci. Ouais. Merci. Merci.